Bonjour à tous, bienvenue pour ce Parlons Cash saison 1, épisode 5. On est ravis de vous retrouver pour une demi-heure en direct, une demi-heure pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. On va parler marché financier, on va parler trésorerie d'entreprise. Si vous gérez une PME, une TPE, une rubrique qui va vous intéresser. Et on aura le plaisir de recevoir un représentant de JP Morgan Asset Management dans la dernière partie. Tout de suite, un point marché. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver Jonathan pour faire ce petit tour d'horizon sur les marchés financiers. Ça a secoué pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire, ces dernières séances. Est-ce que, c'est la question que beaucoup de vos clients se posent, beaucoup d'internautes, est-ce qu'on va revivre 2008-2011 ? C'est vrai qu'on a eu depuis mi-septembre en fait, depuis un bon mois, des séances très agitées. On a eu des mouvements de marché très forts, notamment la semaine dernière. Le 15 octobre, on a eu une séance avec une baisse de 3,5% sur le CAC 40. Ça nous a rappelé des mauvaises heures de 2008 ou de 2011. On a senti un vent de panique, on a même perdu 4% pendant une séance, en courte séance, c'est revenu. La séance d'après, on regagnait 3%. Enfin bon, ça secoue pas mal. Voilà, ça secoue pas mal. On voit que la volatilité, qu'un indice de la peur, la volatilité augmente fortement. Donc alors, la question est légitime. Crise 2008-2011, est-ce qu'on revit ce scénario ? Non, je ne crois pas. La crise 2008 et la crise 2011 sont deux crises de nature différente, mais elles ont un point commun, ce sont des crises dites systémiques. Dans les deux cas, on avait un risque d'enchaînement en fait, de la crise que le système saute. En 2011, crise systémique sur la zone euro, et on n'est pas dans ce cas-là. Si on prend par exemple sur les entreprises, en 2008, les entreprises étaient dans une mauvaise situation. Elles avaient une trésorerie qui était très tendue, elles avaient du mal à emprunter. Il faut se rappeler que, par exemple, les entreprises, des beaux noms comme Accor, Vodafone, Volkswagen, empruntaient à 7, 8, 9% en 2008. Aujourd'hui, les entreprises empruntent sur des taux beaucoup plus bas. Elles ne sont pas aussi tendues, elles ont un bilan qui est beaucoup plus sain. Donc des entreprises saines. Des entreprises saines aujourd'hui. Autre fondamental, les banques. En 2008, les banques étaient dans une situation extrêmement tendue, on avait tous peur et les marchés financiers avaient peur que chaque jour, une banque annonce son dépôt de bilan. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là non plus. Les banques ont fait des efforts d'assainissement des bilans, la réglementation a beaucoup évolué et est plus restrictive en fait sur leur bilan, ce qui fait que… On a eu encore une alerte au Portugal, il n'y a pas longtemps, Espírito Santo, et vous vous dites c'est pas forcément à l'échelle du problème tout à fait. Européen. C'est un cas isolé en fait qui a été lié notamment à l'actionnaire du BES, du Banco Espírito Santo, et non pas à la banque elle-même. Donc c'est un cas isolé, ce qui n'est pas le même cas de figure. Donc les entreprises sont plus saines, les banques vont mieux. Les États aussi. En 2011, c'était une crise des dettes souveraines européennes. Et ils continuent de s'endetter, ces États. Les dettes sont toujours très importantes, voire même plus importantes encore qu'en 2011. Elles ont continué à progresser dans tous les pays européens, c'est vrai. Mais il y a une grande différence. C'est qu'on a un énorme parapluie qui s'est ouvert en 2012, à l'été 2012. Ce parapluie s'appelle la BCE, la Banque Centrale Européenne. Merci Mario Draghi. Alors donc, si je vous suis, il n'y a pas de risque systémique aussi traumatisant qu'en 2008, voire 2011. Alors pourquoi ça baisse comme ça ? Pourquoi ça baisse ? Parce que les marchés financiers sont inquiets cette fois-ci sur la croissance mondiale, sur le niveau de la croissance mondiale. Là, c'est le FMI qui a tiré la sonnette d'alarme. Exactement. Le FMI a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année, puis surtout pour 2015. Maintenant, le FMI prévoit 3,3% de croissance en 2015. C'est un peu plus bas que ce qu'il prévoyait auparavant. Et l'Allemagne est touchée aussi par ses prévisions revues à la baisse. Elle-même, le gouvernement allemand a décidé de revoir ses prévisions à la baisse. Et ça, c'est aussi un signe d'inquiétude pour les investisseurs, parce que l'Allemagne, traditionnellement, c'est la locomotive de la zone euro. Exactement. Jusqu'à présent, la morosité était surtout dans les pays périphériques de la zone euro, l'Espagne, les pays du Sud, l'Italie, le Portugal, l'Irlande. Là, on voit que les cartes ont été rebattues. C'est surtout le cœur de la zone euro avec l'Allemagne où il y a une inquiétude. L'Espagne va pas si mal que ça d'ailleurs. L'Irlande va pas si mal que ça non plus. Donc ça vous inquiète pas en fait que l'Allemagne soit touchée, que les prévisions mondiales de croissance soient revues à la baisse ? Non, ça nous paraît, ça ne nous inquiète pas tant que ça. Ça nous paraît, la correction de marché nous paraît exagérée par rapport à ces inquiétudes qui existent, mais qui ne sont pas aussi fortes que ce que les marchés disent. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. D'abord, on a une baisse de l'euro qui va aider toutes les entreprises de la zone euro.
Là, on va le voir d'ailleurs dans les résultats que les entreprises commencent à publier pour le troisième trimestre. Qui exportent, notamment celles qui exportent, de vendre mieux, plus facilement. Elles vont pouvoir regagner des parts de marché ou augmenter leur marge. La baisse de l'euro, c'est un impact significatif sur la croissance que certains évaluent à 0,3, 0,4% de croissance supplémentaire. Il y a le pétrole, on en avait parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais il a continué à baisser. Oui, on s'approche des 80 $ le baril. Hein. On est un petit peu au-dessus, à 85 $, alors qu'on était à 115 $. Alors que ce soit pour la zone euro ou pour les États-Unis, c'est un gain de pouvoir d'achat énorme. Aux États-Unis, on a chiffré à 100 milliards de dollars le gain de pouvoir d'achat sur une année lié à cette baisse du pétrole. Alors, les États-Unis ont le gaz de schiste, hein, mais c'est aussi ça qui fait baisser le prix mondial. Hein. C'est ce qui fait baisser aussi le prix mondial, et donc ça va avoir un impact très positif sur la croissance de la zone euro. Et puis, il y a les taux aussi, la BCE qui agit depuis le mois de juin pour faire baisser le taux d'intérêt et l'euro. Et le danger de déflation hein, qui fait que les taux restent très très bas. Les taux restent très bas et donc ils risquent de rester bas encore très longtemps. Un euro plus faible, des taux plus bas, un pétrole qui baisse, c'est ça qui vous dit qu'il y a un coussin, un amortisseur possible? Il y a un amortisseur important pour la croissance dans la zone euro, donc on pense qu'il y a peu de chances pour qu'on tombe en récession. Ce n'est pas d'ailleurs les prévisions du FMI, hein, puisqu'il prévoit encore un peu plus d'1% de croissance dans la zone euro en 2015. Alors, malgré tout, c'est bien d'avoir raison, mais si on a raison seul contre le marché, on ne gagne pas. Comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, malgré tout, on voit quand même pourquoi on a chuté la semaine dernière et le mois dernier, parce qu'il y avait des inquiétudes. Et pour que les inquiétudes s'arrêtent, il faut qu'il y ait un catalyseur pour que les marchés remontent. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est un événement qui peut faire redonner confiance en fait au marché. On voit que le marché n'avait plus confiance et c'est ça qui a provoqué la chute. Et la chute a probablement été exagérée, comme je disais. Ça pourrait être quoi ce catalyseur? Alors, ces catalyseurs, je pense qu'il y en a deux. Qu'on peut attendre. Le premier catalyseur, c'est celui de la Banque centrale européenne. Elle a déçu lors de sa dernière réunion de politique monétaire début octobre. Il faut que dans les prochaines semaines, elle soit plus précise dans sa politique monétaire, qu'elle annonce plus concrètement les montants qu'elle va mettre sur la table. Aujourd'hui, on voit les marchés sont très positifs parce que des rumeurs d'annonces supplémentaires de la BCE. Donc ça, c'est un catalyseur qui marche bien et la BCE n'a pas tout dit. Elle en a sous le pied, en fait, la BCE. D'accord. Deuxième catalyseur, c'est du côté des politiques. On voit qu'il y a différents éléments qui nous permettent d'être positifs dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La commission Juncker qui arrive début novembre. Juncker a été élu sur la base d'un plan d'investissement de 300 milliards. Un plan Marshall, le plan Juncker. Plan Marshall, effectivement, plan d'investissement. Donc il faut que les pays se mettent d'accord autour de ça. Il y a des discussions entre la France et l'Allemagne, notamment hier, lundi 20 octobre. Donc, en fait, il faut attendre ces signaux de plan de politique plus claire de la BCE ou de plan Marshall européen, de plan Juncker, pour que les marchés repartent. Exactement, pour redonner confiance au marché, pour que effectivement les marchés repartent dans un second temps. Alors, comment on joue ça? Comment on joue cette reprise si elle se présente? Alors, comment on joue cette reprise? Alors, il y a un véhicule qui nous semble très intéressant pour jouer ce retournement de marché. On a parlé la dernière fois des produits structurés. Oui. On rappelle d'un mot pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, même s'ils peuvent le revoir. Exactement. Des produits structurés sont des produits financiers qui investissent sur un indice action, par exemple le CAC 40, l'Eurostoxx, ou sur un panier de valeurs actions, qui offrent un certain rendement prédéfini que vous avez si le scénario positif se passe bien. Et à l'inverse, il vous prémunit dans une certaine mesure, il vous protège partiellement contre une baisse éventuelle des indices ou des actions. Donc regardez les produits structurés. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on attend l'émission du produit structuré et dans la plupart des cas, en tout cas c'est le cas chez bienprévoir.fr, on peut acheter sur le marché secondaire des produits structurés qui ont déjà été émis il y a quelques mois. Et donc comme souvent sur le marché de l'occasion, ça coûte un peu moins cher que le neuf, surtout quand il y a une baisse des marchés et on peut en profiter doublement. Il faut regarder parce que s'il y a une baisse des marchés, ça veut dire aussi qu'il y a une baisse de la protection, donc il y a un risque qui est un peu plus fort, mais en contrepartie, il y a un rendement potentiel qui est plus élevé. C'est ça qui nous paraît intéressant à jouer aujourd'hui. C'est très clair. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission. Et là, on va s'intéresser à la trésorerie de vos entreprises.